le sang s'accumule dans les vaisseaux sanguins. Un choc provoque l'éclatement de ces vaisseaux et des hémorragies se produisent dans les tissus fragiles, notamment au niveau du cerveau. Il ne faut pas oublier que nous sommes constitués de 60% d'eau en moyenne et qu'il y a des limites à notre propre résistance corporelle. À une allure trop élevée, les organes eux-mêmes se déplacent à l'intérieur du corps. Le cerveau vient cogner l'os frontale. Le foie peut éclater, etc. Une voiture dans une ligne droite, c'est un boulet chargé d'énergie. Mais que se passe-t-il dans un virage? Dans un virage, une énergie entre en jeu. C'est la force centrifuge, c'est-à-dire une force qui tend à pousser loin du centre. À moto, dans un virage, pour lutter contre la force centrifuge qui l'entraîne hors du virage, un motard se penche vers le centre de la courbe. À l'intérieur d'une voiture, le conducteur ne peut pas agir de la même façon. Ce sont les pneus et la suspension qui absorbent cette force. Si cette force est trop importante, la suspension s'écrase, le pneu se déforme et dans le pire des cas, la voiture dérape, quitte sa trajectoire et finit dans le fossé. Si en plus les pneus sont insuffisamment gonflés, l'adhérence est nettement moins bonne et le conducteur ne peut plus diriger son véhicule en toute sécurité. Plus le virage est serré et plus la vitesse est élevée, plus la force centrifuge est grande. Mais lorsque la vitesse double, la force centrifuge quadruple. Et si la vitesse triple, la force centrifuge est multipliée par 9. Le poids du véhicule a son importance, bien entendu. Et plus le centre de gravité est haut, plus l'action de la force centrifuge est importante. Supposons deux virages identiques, l'un tournant à gauche, l'autre à droite. À vitesse égale, la force centrifuge est la même? Oui, mais ce qui diffère, c'est que si le virage est mal maîtrisé techniquement, le risque d'accident est plus important dans un virage à droite. Le véhicule étant comme aspiré vers l'extérieur de la courbe, le danger est de se retrouver face à un véhicule venant en sens inverse. Dans un virage à gauche, on se met le plus souvent seul en péril. Quand je roule à 100 km/h au lieu de 50 km/h, l'énergie cinétique est multipliée par 8. Réponse A, 6. Réponse B, 4. Réponse C, 2. Réponse D. L'énergie cinétique, cette force déployée avec la vitesse, est proportionnelle au poids du véhicule, mais pas à la vitesse. Elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Quand je roule à 100 au lieu de 50 km/h, la vitesse est multipliée par 2 et l'énergie cinétique par 4. Réponse C. La distance de freinage varie en fonction de la vitesse. Réponse A, de l'adhérence. Réponse B, du temps de réaction. Réponse C. La distance de freinage varie en fonction de la vitesse, mais proportionnellement au carré de celle-ci. C'est-à-dire que lorsque la vitesse double, le freinage n'est pas 2 fois plus long, mais 4 fois plus long. L'adhérence est aussi une variable, puisque sous la pluie ou sur la neige, ça glisse. Le temps de réaction a une incidence sur la distance d'arrêt, pas sur la distance de freinage. Réponse A et B. La distance d'arrêt, c'est la même chose que la distance de freinage. Réponse A. La dispersion de l'énergie cinétique. Réponse B. Le cumul des distances parcourues pendant le temps de réaction et le freinage. Réponse C. La distance d'arrêt, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction,
qui est le temps qui s'écoule entre l'apparition d'un obstacle et le début du freinage, et la distance de freinage, qui elle seule permet de dissiper l'énergie cinétique accumulée. Réponse C. Avec l'augmentation de la vitesse, augmente aussi la force centrifuge, réponse A, la distance de freinage, réponse B, le temps de réaction, réponse C, la violence d'un choc, réponse D. Distance de freinage, violence de choc, force centrifuge, énergie cinétique, résistance à la pénétration dans l'air, tout ce qui résulte de la vitesse augmente beaucoup plus vite que la vitesse elle-même. Réponse A, B et D. Pour diminuer les effets de la force centrifuge, il faut freiner dans le virage, oui, réponse A, non, réponse B, débrayer dans le virage, oui, réponse C, non, réponse D. Freiner dans un virage va renforcer l'appui sur les roues avant et délester les roues arrière. Débrayer va, entre autres, arrêter la traction sur les roues avant. Mettre le véhicule en roue libre et donc perturber l'équilibre des forces en présence. Il ne faut ni freiner, ni débrayer dans un virage. Réponse B et D. D'une manière générale, des panneaux d'interdiction indiquent les vitesses maximales autorisées dans des lieux divers. Oui, mais en l'absence de panneaux, il est utile de connaître cette réglementation qui varie en fonction des lieux, des intempéries, de l'expérience des conducteurs et des situations rencontrées. Il faut savoir que par brouillard, lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, sur route ou sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Et si la visibilité est réduite à une vingtaine de mètres à cause de la neige ou d'un brouillard épais? Le conducteur doit rester maître de sa vitesse et la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. L'idéal est de régler sa vitesse sur la distance de visibilité et de ne pas se rapprocher des véhicules qui précèdent. En l'absence de signalisation, adapter sa vitesse au lieu, aux conditions atmosphériques, à la présence de piétons, d'enfants, est un principe élémentaire de la conduite. En effet, le conducteur est tenu de ralentir en présence de cyclistes, de piétons, d'animaux, de bus, de virages, de sommets de côte, d'intersections, etc. En résumé, il faut ralentir dans tous les cas où un danger peut se présenter. C'est une question de bon sens et de responsabilité individuelle. Maîtriser sa vitesse, c'est aussi garder ses distances avec le véhicule qui précède. Il faut donc qu'il y ait entre deux véhicules un écart d'1 seconde correspondant au temps de réaction. Non. La distance de sécurité idéale est au minimum de 2 secondes. Et pourquoi? Lorsque les feux stop d'un véhicule qui nous précède s'allument, nous réagissons avec 1 seconde de retard, c'est-à-dire que nous nous rapprochons de lui alors qu'il est en train de ralentir. Donc, en laissant un intervalle correspondant à la distance parcourue en 2 secondes, il est possible de s'arrêter avec une marge de sécurité qui évitera tout stress. En voiture, comment peut-on apprécier cet intervalle? Savoir s'il est juste ou non? Une astuce est valable quelle que soit la vitesse. Lorsque l'arrière de la voiture qui me précède passe à hauteur d'un repère, tel qu'un arbre ou un poteau, je dis 2 fois un mot de 3 syllabes, comme crocodile par exemple. Si j'ai eu le temps de dire crocodile, crocodile, quand j'atteins à mon tour le repère, c'est qu'il y a 2 secondes d'intervalle entre les véhicules.
Sur les autoroutes, ces panneaux rappellent comment maintenir cette distance de sécurité. Entre deux véhicules, il doit y avoir 2 lignes délimitant la bande d'arrêt d'urgence, soit environ 90 mètres. Les infractions à la vitesse sur autoroute s'associent souvent à des distances entre véhicules trop courtes, qui peuvent provoquer des collisions en chaîne. Pour être en sécurité au volant, rien ne vaut une voiture rigide et indéformable comme un tank, non? C'est absolument faux. Lors d'un choc contre un mur très épais à 50 km/h, un char d'assaut se déforme au maximum de 10 cm. Mais ses occupants subissent une décélération mortelle, équivalente à 100 fois le poids de leur corps. Avec une voiture dont la déformation peut aller jusqu'à 80 cm, la décélération encaissée est 5 fois moindre. En cas d'accident, pour protéger les occupants d'une voiture, il faut, d'une part, retenir les passagers dans l'habitacle, c'est le rôle de la ceinture, et d'autre part, avoir un véhicule déformable capable d'encaisser la majeure partie de la violence d'un choc. Dans leur grande majorité, les accidents peuvent être classés en 3 grandes catégories de types de chocs. 1. Les chocs arrière. Ils représentent 1,5% des tués et 2,5% des blessés graves. 2. Les chocs latéraux. Ils représentent 26% des tués et 17% des blessés graves. La gravité des blessures est plus élevée que dans tous les autres types de collisions, la difficulté étant de protéger les occupants de l'abdomen à la tête, ce qui nécessite un renforcement des longerons latéraux et l'équipement d'airbags latéraux. Et 3. Les chocs frontaux. Ils représentent 48% des tués et 71% des blessés graves. Les lésions au thorax et à la tête sont les plus courantes. Optimiser la déformation du châssis ou de la carrosserie ne suffit pas pour obtenir une voiture amplement sécuritaire. Les dispositifs de retenue des occupants, ceinture pour les adultes, sièges et harnais pour les enfants, restent primordiaux. La longueur des ceintures, leurs points d'attache, les contraintes d'arrachement, testées avec des forces de plus de 3,5 tonnes, tout est savamment calculé. La sécurité des occupants passe par leur retenue dans l'habitacle. Particulièrement meurtrière, l'éjection multiplie par 6 le risque d'être tué. Porter la ceinture, que l'on soit passager avant ou arrière, est obligatoire. De même que, à chaque âge, un enfant doit avoir son siège auto. Pour les bébés et les enfants de moins de 10 kg, sont conseillés les sièges dos à la route, qui peuvent être installés à l'avant, à condition d'avoir désactivé l'airbag. De 9 à 18 kg, sont préconisés les sièges baquets face à la route et les sièges à réceptacle. À partir de 18 kg et en fonction de la taille de l'enfant, les réhausseurs sont préconisés. La ceinture ne doit pas retenir à hauteur du cou de l'enfant, mais à hauteur de son épaule. De même que la sangle ventrale ne doit pas reposer sur l'abdomen, mais portée à plat sur les cuisses. Quand la voiture est équipée d'airbags ou de coussins gonflables, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire. Attacher la ceinture est obligatoire. L'airbag est une sécurité complémentaire. Logés, l'un dans le moyeu du volant et côté passager dans la planche de bord, les airbags sont activés automatiquement quand la décélération de la voiture est supérieure à une force équivalente à 4 fois son poids et que la durée de l'impact dépasse un certain temps. En cas de choc, les coussins se gonflent en 30 millisecondes environ. Pour amortir le mouvement des passagers, du gaz est expulsé des coussins. Le processus, détection de l'accident, déploiement des coussins et retenue des occupants, dure au total environ 1/10 de seconde. Les airbags latéraux se généralisent de plus en plus. Ils se déploient sur le côté des sièges, côté portière, afin de protéger les occupants en cas de choc latéral violent. Il ne faut pas oublier que seule l'épaisseur de la porte, environ 20 cm, protège d'un impact latéral. Sur cette route, la vitesse est limitée à 110 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 80 km/h, réponse D.
Cette route est à double sens de circulation. Il pleut. La vitesse est limitée à 80 km/h parce que la chaussée est glissante. En outre, la visibilité est médiocre. Réponse D. Le système anti-blocage des roues améliore la technique de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le système ABS évite, en cas de freinage d'urgence où le conducteur surpris maîtrise mal ses réactions, de bloquer les roues même en appuyant fortement sur la pédale de frein. Les roues n'étant pas bloquées, la voiture peut toujours être dirigée. Mais pour disperser l'énergie cinétique, il faudra toujours un certain temps incompressible pour la transformer en chaleur. Réponse A. J'ai le permis depuis 3 ans. Dans cette situation, je commets un excès de vitesse. Réponse A. J'adopte une vitesse excessive. Réponse B. Je roule à 90 km/h, ce qui est réglementaire sur cette route. Mais cette camionnette blanche est arrêtée à une intersection en biseau. Sans vitre latérale et dans une telle position, le conducteur peut-il réellement me voir? Dans le doute, je dois ralentir, parce que par rapport à ce danger, je roule trop vite. Réponse B. Lorsqu'on fait du vélo et que le vent souffle fort de face, il faut déployer une plus grande énergie musculaire pour avancer que lorsque le vent souffle dans le dos. Plus la vitesse est élevée, plus la pénétration dans l'air est difficile pour le véhicule. Mais quand la vitesse est doublée, la résistance à l'air est quadruplée. Cela veut dire que beaucoup d'énergie, du carburant donc, est utilisée pour percer l'air et non pour aller plus vite. En outre, tout ce qui nuit à l'aérodynamisme augmente la consommation de carburant. La vitesse coûte cher. Rouler à 120 plutôt que 90 km/h augmente la consommation de plus de 30%. Rouler vitre ouverte à 100 km/h entraîne une consommation de plus de 4%. Une galerie de toit vide, une augmentation de plus de 9% à 120 km/h. Pour le transport d'objets volumineux, mieux vaut utiliser une remorque. Pour un trajet avec une caravane, un déflecteur homologué est conseillé. Chaque automobile vendue est désormais classée dans 7 catégories. De A, pour les voitures les plus propres, celles qui émettent moins de 100 grammes de gaz carbonique par kilomètre, à G, pour les véhicules les plus polluants, ceux qui dispersent plus de 250 grammes de CO2. Rouler vite fait gagner du temps. Il est évident que faire du 150 km/h au lieu de 130 km/h permet de faire 20 km de plus dans la même durée. Oui, mais ce genre de calcul est un peu réducteur. Prenons un parcours imposé dans les conditions suivantes, imposées elles aussi. 5 km en ville, 20 km en campagne, 80 km sur autoroute et pour finir, 10 km en ville. La durée théorique de ce parcours, 1h07, est fictive dans la mesure où il est impossible de circuler à une vitesse régulière correspondant aux limites réglementaires sur des itinéraires variés. Prenons une moyenne de 40 km/h sur le parcours urbain de départ, une moyenne de 110 km/h sur la route, en excès de vitesse donc, une moyenne de 150 km/h sur l'autoroute, autre excès de vitesse, et enfin une moyenne de 30 km/h sur le parcours de la ville d'arrivée. Dans cet exemple, on fait le parcours en 1h10, soit une perte de temps catastrophique de 3 minutes. Les conclusions à tirer sont simples. Aucun gain de temps. Prise de risque, excès de vitesse, consommation de carburant plus importante. Un véhicule qui consomme 7 litres au 100 km à 90 km/h consommera environ 10 litres à 130 km/h. En diminuant la vitesse de pointe, on économise du carburant sans réduire de beaucoup la vitesse moyenne
et on parcourt une plus longue distance. La plupart des voitures sont conformes aux normes anti-pollution en vigueur. Mais la technique ne peut pas tout. Le niveau d'émission de gaz polluants et de consommation de chaque voiture dépend aussi du comportement de chacun. Une conduite sportive est polluante. Mieux vaut privilégier une conduite souple. Il faut veiller à freiner le moins possible, en appréciant suffisamment à l'avance obstacle ou virage. Relever le pied de l'accélérateur se révélera souvent suffisant. D'une manière générale, il est inutile de pousser le régime moteur sur les rapports intermédiaires. En côte, plutôt que d'essayer de maintenir la vitesse en accélérant, mieux vaut garder la même position de pied sur l'accélérateur qu'en terrain plat et ne pas forcer l'allure. À un stop ou à un feu qui vient de passer au vert, il faut éviter les accélérations brutales, gourmandes en carburant. L'usure de l'ensemble des organes mécaniques dépend lui aussi de la vitesse adoptée. Par exemple, des pneus normalement gonflés s'usent 2 fois plus vite à 120 km/h qu'à 70 km/h. Transporter un vélo de cette manière augmente la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La difficulté de pénétration dans l'air. Oui, réponse C. Non, réponse D. À la forme donnée à un véhicule correspond un coefficient de pénétration dans l'air. Transporter des objets sur une galerie, rouler avec des vitres ouvertes, perturbe la pénétration de la voiture dans l'atmosphère et augmente la consommation de carburant. Réponse A et C. Sur un parcours de 100 km, rouler à 150 km/h au lieu de 130 km/h fait gagner 3 minutes. Réponse A. 6 minutes. Réponse B. 9 minutes. Réponse C. 12 minutes. Réponse D. Le gain de temps est très faible en roulant plus vite. Sur un parcours de 100 km, rouler à 150 km/h au lieu de 130 km/h ne fait gagner que 6 minutes, mais augmente sensiblement la violence d'un choc en cas de collision. Réponse B. Il existe un réel paradoxe entre les vitesses que peuvent atteindre les véhicules et les limites imposées par la loi. Les conducteurs doivent donc adopter des comportements responsables pour rester maîtres de leur véhicule, s'ils ne veulent pas tomber sous la coupe des sanctions. Un excès de vitesse de moins de 20 km/h vaut le retrait d'un point sur le permis de conduire et une amende forfaitaire de 135 € si la vitesse réglementaire est inférieure ou égale à 50 km/h. L'amende forfaitaire est réduite à 68 € si la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h. Un dépassement de plus de 20 km/h et de moins de 30 km/h de la limite autorisée occasionne le retrait de 2 points et une amende forfaitaire de 135 €. Un excès de vitesse compris entre 30 et 39 km/h au-dessus de la limite vaut le retrait de 3 points et une amende forfaitaire de 135 €. Un excès de vitesse de 40 à 49 km/h vaut le retrait de 4 points, une amende forfaitaire de 135 € et une suspension immédiate du permis. Un excès de vitesse de 50 km/h et plus vaut le retrait de 6 points, une amende de 1 500 € et une suspension immédiate du permis. En cas de récidive, l'amende est portée à 3 750 € et la suspension du permis peut être remplacée par une annulation. Je rends vos papiers, vous pouvez reprendre la route, et je vous remets en circulation.
Les principales victimes de la vitesse sont en priorité les jeunes conducteurs, 18-24 ans, et les utilisateurs de deux roues. En ville, ce sont les piétons qui paient le plus lourd tribut à la vitesse, à commencer par les plus vulnérables d'entre eux, les enfants et les personnes âgées. Un piéton renversé a 1 risque sur 10 d'être tué si le choc survient à 20 km/h, 3 risques sur 10 à 40 km/h, 8 risques sur 10 à 60 km/h, et aucune chance de s'en sortir à 80 km/h. Des études ont montré qu'une diminution de 10% des vitesses entraîne une baisse de 20% des accidents graves et de 40% des accidents mortels. La vitesse est vraiment dangereuse. Certains en doutent encore. D'autres en ont conscience, mais l'oublient lorsqu'ils sont au volant. Résultat, la vitesse représente la première cause de mortalité sur nos routes, qu'elle soit vitesse inadaptée aux lieux et circonstances, ou vitesse excessive par rapport aux limitations en vigueur.